Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour ce chapitre consacré aux angles. Angles dans le plan affine euclidien. On va parler d'angle d'un triangle, on va parler de bissectrice et on va parler de cercle inscrit. P désigne donc un plan affine euclidien. Alors je fais quelques rappels sur l'orientation du plan vectoriel. Sur l'ensemble des bases orthonormées du plan vectoriel euclidien P, donc la direction du plan affine, la relation que je note comme ça, entre B relation avec B', donc deux bases orthonormées, si et seulement s'il existe une rotation R qui transforme B en B'. Alors quand elle existe, elle est unique. En fait, ce n'est pas forcément une rotation. Il existe une unique isométrie qui transforme B en B'. C'est soit une rotation, soit une symétrie vectorielle. Si c'est une rotation, on dit que B est en relation avec B'. Bien ça, c'est une relation d'équivalence qui a deux classes C1, C2. Et choisir une orientation sur le plan vectoriel, c'est donner une importance à l'une des deux classes. Par exemple, C1. Eh bien, toutes les bases orthonormées qui seront dans C1, on dira qu'elles sont directes. Et les autres, dans C2, seront indirectes. Donc quand je prends une base B de C1 et une base B' de C2, il n'y a pas de rotation qui envoie B en B'. Mais pourtant, il y a une isométrie. Donc c'est une isométrie négative et donc c'est une symétrie vectorielle qui envoie B en B', et il y a l'équivalence. Le plan affine P, on dira qu'il a l'orientation du plan vectoriel P. Donc on dira qu'un repère orthonormé OIJ est direct si la base IJ est directe dans l'espace vectoriel P. Le plan P est dit orienté par le repère R, de même que le plan vectoriel est orienté par la base IJ. Alors maintenant, on va parler d'angle. Alors, là, je considère que j'ai choisi une base orthonormée. D'accord ? Qui, par exemple, on va dire, qui détermine l'orientation du plan. Soit UU', deux vecteurs unitaires. D, petit d, alors ce sont des demi-droites vectorielles, orientées par U et V. U et U', pardon. Et DD', deux droites vectorielles, orientées, dirigées par U et U'. Bien, on sait qu'il existe une unique rotation que je vais noter Rθ. Alors θ, c'est un nombre réel. D'angle que je noterai comme ça, classe de θ appartenant à R sur 2πz, qui envoie U en U'. Et c'est aussi l'unique rotation qui envoie la demi-droite vectorielle D, orientée par U, en la demi-droite vectorielle D', orientée par U'. L'angle des vecteurs U', ça sera l'angle des demi-droites DD'. Et on le note comme ça, classe de θ. Mais souvent, on va le noter comme ça. θ, qui est un nombre réel, en disant modulo de pi. Et très souvent, on ne devrait pas le faire, on dira tout simplement égal θ plus 2kπ. Alors, θ, c'est une mesure en radians de ces angles. Il existe maintenant deux rotations qui envoient la droite D en la droite D'. La rotation Rθ qui envoie U en U', et la rotation R d'angle θ plus π qui envoie U en moins U'. L'angle des droites vectorielles DD', c'est la classe θ, mais cette fois-ci elle appartient à R sur πz, c'est-à-dire que l'angle est déterminé modulo pi, ou encore dd' égale θ modulo pi, j'aurais pu écrire θ plus kπ, même si c'est pas très bien de le faire. Alors maintenant, quand je passe à des demi-droites affines, donc, et des droites affines aussi, l'angle de deux demi-droites dd', il faut qu'elles aient la même origine, attention, portée par UU' unitaire, ça va être DD' égale angle de leur direction.
égale angle des vecteurs U'. Donc là, c'est un élément de R sur 2πz. D'accord? Θ est une mesure de ces angles-là, de l'angle des deux droites DD'. D'accord? Rθ, ça envoie U en U'. L'angle de deux droites DAU, donc défini par le point A, le vecteur U, toujours unitaire, D'A'U', eh bien c'est l'angle DD', il est égal par définition à l'angle de leur direction. D'accord? Donc c'est la classe de θ, mais cette fois-ci dans R sur πz, ça veut dire qu'il y a une rotation Rθ qui envoie U en U' ou U en moins U'. Les angles de rotation sont relatifs à l'orientation du plan. Et si θ, c'est la classe θ, est l'angle de la rotation R dans une base orthonormée directe B, eh bien l'angle va être moins θ dans une base orthonormée indirecte B'. Tout ça, c'est des résultats du cours d'algèbre. Je ne le refais pas ici. Donc, si UV, si l'angle de deux vecteurs non nuls, UV, je préfère l'écrire UU', pardon, U' est égal donc à DD' avec les notations que j'ai prises précédemment, angle des droites affines, est égal à angle des demi-droites affines. Angle, alors, des demi-droites affines, si c'est OU et puis OU'. Hein. Angle des droites, des demi-droites vectorielles, et bien si c'est θ dans une base orthonormée directe B, si on change d'orientation, l'angle sera moins θ dans une base B' qui n'a pas la même orientation que B. Et c'est pareil pour les droites, c'est-à-dire que si DD', alors la droite, l'angle DD' des droites affines, c'est l'angle de leur direction, c'est égal à θ cette fois-ci dans R sur 2πz dans B, et bien ça sera moins θ dans B'. Voilà. Enfin, pour terminer, quelques résultats bien connus, si DD' des secondes sont trois demi-droites de même origine, et si DD' des secondes sont trois droites, eh bien, j'ai angle des demi-droites DD' qui est égal à l'opposé de l'angle D'D. Hein. L'angle DD' est, alors ça c'est les droites, est égal à moins D'D. L'angle DD' est égal à 0. Là, on est sur des demi-droites, donc c'est un 0 qui appartient à R sur 2πz. Si et seulement si D est égal à D', d'accord ? Et l'angle des droites DD' est égal à 0, modulo pi cette fois-ci, si et seulement si, D est égal à D'. Enfin, j'ai l'angle des demi-droites DD' qui est égal à pi, modulo pi, si et seulement si, D' est égal à moins D. Ça veut dire que si la droite D d'origine O est portée par le vecteur unitaire U, là j'ai affaire la droite moins D, c'est la droite d'origine O portée par le vecteur unitaire moins U. Voilà. DD', lui, va être égal à pi sur 2, modulo pi, parce qu'on est sur des angles de droite, si et seulement si les droites sont perpendiculaires. Ça vient du fait qu'on a démontré en algèbre que l'angle de leur direction est égal à pi sur 2, si et seulement si les deux directions sont orthogonales. Relation de Chasles, enfin, pour finir, elle est analogue à celle qu'on a avec les angles de vecteurs, hein, c'est-à-dire angle UV plus angle VW égale angle UW, hein, ça c'est modulo 2pi. Et bien là, je vais avoir dans R sur 2πz, DD' plus D' des secondes est égal à D des secondes. Alors parfois, soit on raisonne dans le groupe additif R sur 2πz, et ça suffit, soit on écrit modulo 2pi si on prend des mesures de ces angles-là. Il faut bien penser que les mesures de vecteurs et de demi-droites sont définies à 2 capi près. Et pour les droites, DD, pareil, DD' plus D' des secondes est égal à D des secondes. Ça, c'est quand on écrit ça dans R sur πz. Et puis si on écrit ça en prenant des mesures de chaque angle, eh bien on va écrire une égalité modulo pi. Voilà.
l'essentiel des résultats qu'on a déjà démontrés en algèbre. Dans le plan affine euclidien orienté par une base orthonormée directe B, on considère 3 points ABC, A différente B, A différente C. Si l'angle AB-AC de deux vecteurs a pour mesure θ, donc défini à 2π près, modulo 2π, cosinus de l'angle ABAC est égal à cosinus de θ, par définition je dirais, est égal à AB scalaire AC divisé par longueur AB fois longueur AC, et sinus ABAC est égal à sinus θ est égal, donc par définition, est égal à déterminant des vecteurs ABAC relativement à la base B divisé par AB fois AC. Alors ça c'est un résultat d'algèbre. En algèbre c'est si l'angle des vecteurs U et V est égal à θ, hein, alors θ ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'angle de la rotation qui transforme le vecteur unitaire U divisé par norme de U en V divisé par norme de V. Donc ici qui transforme AB 1 sur AB vecteur AB en 1 sur AC vecteur AC. Eh bien on sait, on a démontré en algèbre que alors on utilise les matrices pour ça, on utilise le fait que la rotation admet une matrice qui s'écrit cosinus θ, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ, et on démontre que le cosinus θ, donc θ une mesure de l'angle de la rotation, est égal à ça, et que le sinus est égal à ça. Ça ne dépend pas de l'orientation choisie. Tout simplement parce que les longueurs n'en dépendent pas, le produit scalaire non plus, et donc, et surtout, si on change l'orientation, θ est changé en moins θ, et donc le cosinus reste le même. Par contre, ça va dépendre, parce que si on change de l'orientation, si on prend une base B' indirecte, déterminant relativement à B', ça sera l'opposé de ça. D'accord ? Et donc le sinus θ va être changé en moins sinus θ. Et c'est normal, parce que l'angle θ, quand on change d'orientation, va être changé en moins θ. Donc voilà, le cosinus ne dépend pas de l'orientation, le sinus dépend de l'orientation. Formule d'Al-Kashi, toujours avec A différente B, A différente C. BC carré est égal à AB carré plus AC carré moins 2ABAC cosinus de ABAC. Ça provient de la formule avec les vecteurs, hein, tout simplement. C'est norme de vecteur U moins V au carré est égal à norme de U au carré plus norme de V au carré moins 2 norme de U, norme de V, cosinus de U et V. Trigonométrie dans le triangle rectangle, ABC étant un triangle rectangulaire, un vrai triangle, hein, d'accord, c'est 3 points non alignés, 2 à 2 distincts. Cosinus de CACB, donc là j'ai pris en fait cet angle-là, hein. Cosinus de CACB est égal à côté adjacent, pardon, AC divisé par côté BC, hypoténuse, hein, adjacent sur hypoténuse. Valeur absolue du sinus de CACB est égal à côté opposé AB divisé par hypoténuse. Et pour la tangente, valeur absolue de la tangente, toujours du même angle, est égale à côté opposé sur côté adjacent. Alors évidemment, il y a ces valeurs absolues qu'on n'aura pas quand on parlera des angles géométriques. Mais on n'est pas rendu là. Démonstration, bah, tout simplement ça c'est égal à ça. Or, quand je projette C en A sur la droite AB, j'ai vecteur BC, vecteur BA, qui est égal à vecteur BA au carré, ou encore vecteur CA, vecteur CB. Oui, alors c'est plutôt en projetant B sur A. Vecteur CB, vecteur CA, c'est en projetant B sur A. A projetant projection de B. Alors, est-ce que c'est bien ça? De B sur AC. Voilà. Quand je projette B sur AC, donc ça fait CB, CA est égal à CA, CA. C'est-à-dire CA au carré. CA au carré, c'est pareil que longueur CA au carré. Donc ça se simplifie en CA et on trouve CA sur CB.
si l'angle, si j'appelle θ, l'angle CACB, cosinus carré θ plus sinus carré θ est égal à 1, me donne sinus carré égale 1 moins cosinus carré qui est égal à ça. Et donc ça fait en haut CB carré moins CA carré. Donc CB carré moins CA carré pour en appliquant Pythagore, ça fait AB carré sur CB carré. Et donc après, ben, ça veut dire que la valeur absolue du sinus θ est égale à AB sur BC. C'est bien ce que je trouve là. Et pour la tangente, ben, de toute façon, comme le cosinus est non nul, hein, puisque ça c'est différent de 0, vu que A est différent de C, eh bien, on peut faire tangente θ, qui est donc égal à sinus θ sur cosinus θ. Évidemment, si je prends les valeurs absolues, ça va faire ça divisé par ça, AB sur BC divisé par AC sur BC, et donc ça fait AB sur AC. AB sur BC divisé, oui c'est ça. AB sur AC, alors la tangente, donc AB sur AC opposé sur adjacent. Enfin, pour terminer, si j'ai deux droites D1, D2, D1, D2, et puis j'ai U1, U2, deux vecteurs non nuls, un vecteur U1 donc, qui est orthogonal à D1, un vecteur U2 qui est orthogonal à D2, et puis je considère les droites D'1 portées par U1, une droite D'1 portée par U1, elles sont toutes parallèles, hein, les droites portée par U1, et puis une droite D'2 portée par U2, et bien je vais avoir alors angle des deux droites D1, D2 qui sera égal à l'angle de leurs deux perpendiculaires D'1, D'2. Démonstration, D1, D2, j'ai plus de châle, c'est D1, D'1 plus D'1, D'2 plus D'2, D2. Et en fait, il y a cet angle-là qui vaut pi sur 2 parce que les deux droites sont perpendiculaires. Attention, pi sur 2 modulo pi. Là, idem, donc ça va faire pi plus pi modulo pi, donc pi sur 2 plus pi sur 2, c'est-à-dire pi modulo pi, c'est-à-dire 0 modulo pi. Et donc il va me rester que D1, l'angle D1, D2 est égal à l'angle D'1, D'2 modulo pi. Et donc ça me donne le résultat escompté. Voilà. Nous faisons un petit rappel sur les mesures algébriques. J'ai fait un point sur les mesures algébriques dans le chapitre sur les barycentres. Soit delta une droite de l'espace affine, U un vecteur directeur de delta. Là on est dans un espace affine, pas forcément euclidien. Quel que soit AB appartenant à delta, il existe un unique réel lambda. Vérifiant vecteur AB est égal à lambda U, on note mesure algébrique de AB, et on dit donc que c'est la mesure algébrique de AB relativement au vecteur U, et donc vecteur AB est égal à mesure algébrique de AB, vecteur U. Si R égale OU est un repère de delta, et AB d'affixe d'abscisse XA, XB dans ce repère, alors mesure algébrique de AB est égale à XB moins XA, car vecteur AB est égal à vecteur OB moins vecteur OA, qui fait XBU moins XAU, et donc ça fait bien ça. Quelques propriétés, mesure algébrique de AB égale 0, bah ça équivaut à dire que vecteur AB est égal à vecteur nul, donc ça équivaut à dire A égale B. Mesure algébrique de BA est égale à moins mesure algébrique de AB parce que vecteur BA est égal à moins vecteur AB. Et ça découle directement de la relation de Chasles. Vecteur AB plus vecteur BC est égal à vecteur AC. Si ABC sont alignés, alors AB scalaire AC est égal à mesure algébrique de AB vecteur U scalaire mesure algébrique de AC vecteur U, ce qui fait mesure algébrique de AB multiplié par mesure algébrique de AC U scalaire U, qui fait 1 si U est unitaire. Donc si U est unitaire, attention, hein, sinon ça ne marche pas. Vecteur AB scalaire vecteur AC fera mesure algébrique de AB fois mesure algébrique de AC. Là, je suis dans un espace euclidien. Et là, je vais être aussi dans un espace euclidien. Si H est le projeté orthogonal de M sur la droite OA, voir le dessin, dirigé par un vecteur unitaire U sur O, alors OM scalaire OA est égal à OH, vecteur OH scalaire vecteur OA, égale mesure algébrique de OH multiplié par
mesure algébrique de OA, d'après ce qu'on vient de voir, parce que j'ai pris un vecteur unitaire. Voilà. Ça avait été démontré déjà, donc j'y reviens pas. Si A est différent de B, le segment AB est égal à l'intersection de la demi-droite d'origine A passant par B et de la demi-droite d'origine B passant par A. Démonstration. AB, c'est l'ensemble des A plus lambda AB avec vecteur AB, avec lambda qui appartient à 0,1, donc c'est inclus dans l'ensemble des A plus lambda AB avec lambda supérieur ou égal à 0, et donc, et ça c'est exactement la demi-droite AB. Donc le segment AB est inclus dans la demi-droite, et de même, le segment AB étant égal au segment BA, il va être inclus dans la demi-droite BA, donc dans l'intersection des deux, pas de problème. Maintenant, si M est un point qui appartient à cette intersection, il est égal à A plus lambda AB avec lambda supérieur ou égal à 0, et à B plus mu vecteur BA avec mu supérieur ou égal à 0. Et ça implique que, là je change B en A plus AB, puisque A plus AB ça fait B, donc j'obtiens A plus 1 moins mu vecteur AB qui est égal à ça, et donc ça veut dire que lambda est égal à 1 moins mu. Donc lambda plus mu est égal à 1, avec lambda mu positif ou nul, eh bien ça me donne que lambda est entre 0 et 1, et donc M, qui était A plus lambda AB avec lambda entre 0 et 1, appartient donc au segment AB, donc on a bien cette égalité. Enfin, si M appartient à la droite AB, alors M appartient à la demi-droite AB si et seulement si mesure algébrique de AM fois mesure algébrique de AB est supérieur ou égal à 0. Démonstration, vecteur AM égale lambda vecteur AB, puisque M est sur la droite AB, lambda appartenant à R, et U est un vecteur unitaire sur la droite AB. Unitaire ou pas unitaire d'ailleurs, U est un vecteur directeur de AB. Alors, qu'est-ce qui arrive? Vecteur AM est égal à mesure algébrique de AM, vecteur U. Vecteur AB égale mesure algébrique de AB, vecteur U. Mesure algébrique de AM égale lambda vecteur AB. Vecteur AM égale lambda vecteur AB. Ça implique donc que mesure algébrique de AM, vecteur U est égal à lambda mesure algébrique de AB, vecteur U. Donc ça implique ça. Et donc, mesure algébrique de AM fois mesure algébrique de AB, ça va faire lambda mesure algébrique de AB au carré. D'accord? Et comme ça, c'est un carré d'un nombre réel, c'est positif. On voit que ça, c'est supérieur ou égal à 0, si et seulement si lambda est supérieur ou égal à 0. Ce qui revient à dire que, puisque M, M, vecteur AM est égal à lambda AB, si lambda est supérieur ou égal à 0, ça équivaut à dire que M appartient à la demi-droite d'origine A passant par B. Angle dans un triangle. ABC sont dans le plan affine euclidien orienté, A est différent de B et de C. Il existe un unique réel appartenant à l'intervalle moins pi, pi, tel que angle de vecteur AB-AC, donc angle orienté, est égal à θ modulo de pi. Si θ est strictement compris entre moins pi et pi, le changement d'orientation fait que θ sera changé en moins θ qui appartient encore à moins pi, pi. Si θ est égal à pi, le changement d'orientation fera que l'angle deviendra moins pi, mais moins pi c'est pareil que pi qui appartient aussi à cet intervalle. On note donc BAC avec un chapeau, la valeur absolue de θ. C'est un angle qui ne dépend pas de l'orientation, et l'angle orienté BABC qui est égal à θ est donc toujours égal à plus ou moins l'angle géométrique BAC. Alors, supposons qu'on ait ça, c'est-à-dire qu'on ait angle orienté à BAC qui soit égal à plus ou moins alpha avec alpha appartenant à l'intervalle 0 pi. Je garde les notations, je garde le θ que j'avais avant. Donc je vais avoir, je vais montrer que je peux dire que soit θ est égal à alpha modulo de pi, soit θ est égal à moins alpha modulo de pi. Puisque l'angle ABAC est égal à θ. Alors si θ est égal à alpha modulo de pi, ça fait θ égale alpha plus 2 k pi, k appartenant à z,
Mais mon θ, il est entre moins pi et pi comme ça, et alpha entre 0 et pi comme ça. Donc forcément, k est égal à 0 et θ est égal à alpha. Si θ est égal à moins alpha modulo de pi, donc on a cette relation et on a ça. Alors c'est sûr que si alpha est différent de pi, eh bien ces deux égalités font que θ est égal à moins alpha. Hein. Mais si alpha est égal à pi, ben, si alpha est égal à pi, θ est égal à moins pi plus 2k pi, ben, ça va faire pi en fait. Hein. Donc ça fait θ est égal à pi, et donc est égal à alpha. Dans tous les cas, j'ai que alpha est égal à la valeur absolue de θ. La conclusion, c'est que BAC est noté comme ça, donc est défini comme ça. C'est l'unique alpha appartenant à 0 pi, tel que ABAC est égal à plus ou moins alpha modulo de pi. BAC est appelé l'angle géométrique de sommet A, et de côté AB, les demi-droites AB et AC. Sommet, demi-droite, AB et AC. Si BAC appartient à 0 pi sur 2, ouvert, l'angle est aigu. S'il est nul, l'angle est nul. Si BAC égale pi, l'angle est plat. Si BAC est égal à pi sur 2, l'angle est droit. Et s'il est compris entre pi sur 2 et pi, l'angle est obtenu. CAB est égal à BAC. En effet, si j'appelle alpha, si je note alpha égale BAC, je sais que ACAB est égal à moins l'opposé de ABAC. Lui, il vaut plus ou moins alpha, donc c'est l'opposé de plus ou moins alpha. Ça fait donc plus ou moins alpha, et donc ça signifie bien que CAB est aussi égal à BAC. Voilà. C'est-à-dire qu'il est égal à alpha. Ça signifie que CAB est égal à alpha, d'après ce que j'ai vu là, c'est grâce à l'unicité. BAC est égal à 0, ou pi, ça veut dire que cet angle de vecteur est égal à plus ou moins 0 ou plus ou moins pi. Donc ça fait en fait 0 ou pi modulo de pi. Ça équivaut à dire que les points sont alignés. Et enfin, BAC égale pi sur 2, ça équivaut à dire que cet angle est égal à plus ou moins pi sur 2 modulo de pi. Et ça équivaut à dire que AB, vecteur AB, est orthogonal au vecteur AC. Nous voyons maintenant la propriété bien connue qui donne la somme des angles géométriques d'un triangle. Donc on a un vrai triangle du plan affine euclidien orienté, et la somme des trois angles, donc BAC plus CBA plus ACB, évidemment, est égale à pi, c'est-à-dire 180 degrés. Alors, on va voir que la démonstration n'est pas absolument immédiate. Alors, il existe évidemment une démonstration très naïve, qui consiste à faire un dessin et à utiliser des résultats qu'on ne connaît pas encore. Mais si je trace une droite parallèle à BC passant par A, eh bien j'ai ici des angles alternaternes qui vont être égaux, θ, et ici, β. Et donc je vois bien que la somme des trois angles ici va être égale à l'angle plat, et donc que ça fait pi. Alors c'est pas comme ça qu'on va le démontrer. Nous on va partir des angles de vecteurs. Donc on considère ABAC plus ACBC plus BCBA. Donc d'après Schall ça fait ABBA, et ABBA on sait que ça fait pi modulo de pi. Donc j'appelle alpha cet angle-là. Alors celui-là, BCBA, je le mets en deuxième position. Et puis le dernier, ACBC, eh bien ça, si je prends l'opposé des deux, je ne change pas l'angle et ça fait CACB. J'appelle donc alpha, bêta, θ, donc les angles qui sont entre 0 et 2π. Alors, quitte à changer d'orientation, je peux supposer que alpha est entre 0 et pi. Hein. S'il n'est pas entre 0 et pi, eh bien, je décale ce qu'il est entre 0 et 2π. Et là, je fais plus de pi et j'obtiens un nombre qui est entre 0 et pi. Alors, c'est un vrai triangle, donc alpha ne va pas être égal à 0, il ne va pas être égal à pi. Le déterminant de ABAC, le vecteur, est égal à AB fois AC fois sinus alpha. Et le sinus alpha, du coup, il est positif ici. Donc le déterminant va être positif. Alors, déterminant de BCBA. Déterminant de BCBA,
c'est moins le déterminant de BCAB, hein, je change BA en son opposé, et ensuite j'alterne et ça me fait déterminant de ABBC. ABBC, et donc ça fait déterminant de AB, et je remplace BC par AC moins AB. Et j'utilise la linéarité du déterminant, ça fait déterminant de ABAC moins déterminant de ABAB qui vaut 0. Donc ça fait déterminant de ABAC qui est positif. Donc ça veut dire que BC, parce que ça c'est égal à BC fois BA fois sinus bêta va être positif, donc bêta est entre 0 et pi. Je fais la même chose pour le déterminant de CACB qui est égal à moins déterminant de CBCA, c'est exactement pareil, hein. Et je change CA en son opposé, ça fait déterminant de CBAC. Et là, je dis que vecteur CB est égal à AB moins AC, et je sépare en deux déterminants, déterminant de ABAC moins déterminant de ACAC qui vaut 0, et je retombe sur le déterminant donc de ABAC qui est positif, d'où je déduis que CA fois CB fois sinus θ est positif, et donc que θ est entre 0 et pi aussi. Donc j'ai alpha plus bêta plus θ qui est entre 0 et 3 pi et qui doit être égal à pi modulo de pi. D'accord? Donc ça veut dire que qu'il va être égal à pi, que la somme, hein, parce que des pi plus 2k pi qui sont entre 0 et 3 pi, mais 0 exclu et 3 pi exclu, il n'y a que pi. D'accord? Donc ça veut dire que alpha plus bêta plus θ est égal à pi. Mais comme ils appartiennent à 0 pi, BAC est égal à alpha, CBA est égal à bêta et ACB est égal à θ, d'où le résultat. Voilà. Alors si l'orientation change, eh bien si l'orientation change, on sait que les angles géométriques ne changent pas, donc l'égalité est toujours vraie. Enfin, je termine par des formules enfin, d'abord une formule facile. Cosinus BAC est égal à cosinus de ABAC. AB scalaire AC est égal à AB fois AC fois cosinus BAC. Et Al-Kashi, BC carré est égal à AB carré plus AC carré, moins 2 ABAC cosinus BAC. Alors, il y a juste celle-là à démontrer, la première. L'angle ABAC, c'est plus ou moins ABAC. Donc, quand je prends le cosinus de cet angle, c'est égal à cosinus de plus ou moins BAC. C'est un angle réel, ça. Hein. Donc, ça fait bien cosinus BAC. D'où le résultat. Alors, je sais que AB scalaire AC, c'est AB, longueur AB fois longueur AC fois cosinus de ABAC. Donc, ça va faire ça. Et Al-Kashi me dit que BC carré égale AB carré plus AC carré moins 2 ABAC cosinus de ABAC que je peux remplacer par ça. Et donc j'obtiens cette nouvelle formule d'Al-Kashi version angle géométrique. Angle opposé par le sommet. De droite DD' du plan, c'est quand en haut, AOB 3 points sur D, A'OB' 3 points sur B, 2 à 2 distinctes, et dans cet ordre, c'est-à-dire qu'on impose O appartenant au segment A'B' et au segment AB. Alors, on a ces deux angles qui sont égaux et les deux angles géométriques correspondants. Ça correspond à ces angles-là, en fait. Donc, on les appelle opposés par le sommet. Démonstration, j'ai vecteur OB qui est égal à moins lambda vecteur OA parce qu'ils sont opposés. Donc, je mets un coefficient lambda qui est positif. Et pareil pour OB'. Et j'ai donc facilement l'angle OB' qui est égal à moins lambda OA moins mu OA'. Bon, avec les deux moins, je peux les enlever. Et puis ensuite, les lambda mu qui sont positifs. Et je trouve ça. Et de ces deux angles égaux, j'en déduis les angles géométriques correspondants qui sont égaux. Voilà. Alors, angle correspondant. Alors là, on va avoir deux droites parallèles, une séquente. Alors on impose que vecteur OA et vecteur O'A' aient le même sens, donc il y a un coefficient lambda qui est positif. On a O'O', donc delta est séquent AD en haut et en O'A' AD', et puis on choisit B de telle façon, sur delta, de telle façon que O appartienne au segment O'B. D'accord?
Alors, j'ai ces angles-là de vecteurs qui sont égaux, et j'en déduis les angles géométriques et les angles de droite. Alors, les angles géométriques, c'est cela. Ça s'appelle des angles correspondants. D'accord? Alors, j'ai l'angle donc A ou B géométrique qui est égal à l'angle A' O', O ou A', O', B, c'est pareil, géométrique aussi. D'accord? Alors, maintenant, comme cet angle-là, A ou B, est égal à celui-là, j'ai pas mis le point, mais je vous le montre, hein, ils sont opposés par le sommet, j'ai ces deux-là qui sont égaux aussi, les angles géométriques. D'accord? Alors, ceux-là, on les appelle des angles alterne-interne. Donc, j'ai opposé par le sommet, correspondant, alterne-interne. D'accord? Et puis, je crois qu'on peut aussi dire alterne-externe, par exemple celui-là et celui-là. Interne, parce qu'ils sont compris entre les deux droites parallèles. Donc, alterne de chaque côté de delta. Et puis là, de chaque côté de delta, si je prends ces deux-là, ils sont égaux aussi, hein, parce que ces deux-là sont opposés. En fait, ici, j'ai pas besoin de mettre des flèches, hein, parce que peu importe le sens, ces quatre-là sont des angles géométriques qui sont égaux. Alors, démonstration. Bien, j'ai O'A', O'O, l'angle de vecteur, qui est égal à lambda OA mu OB. Alors, pourquoi mu OB? Parce que O'O est égal à un certain nombre de fois O'B, ou OB, d'accord? Avec le mu positif. Bon, ben, ensuite, je me débarrasse de lambda et mu, et j'ai les angles de vecteur. J'en déduis les angles correspondants, et grâce aux angles de vecteur, j'en déduis aussi, puisque ça, c'est un vecteur de D', ça c'est un vecteur de D, ça c'est un OB, c'est un vecteur de delta, et ça aussi c'est un vecteur de delta, donc j'en déduis que l'angle D', des droites D', est égal à l'angle de la droite D delta, pardon, D' delta est égal à D delta. Voilà. Triangle isocèle maintenant. Alors, on connaît déjà des choses, hein, sur le triangle isocèle. Un triangle est isocèle si et seulement si, en A, si et seulement si AB est égal à AC, et ça équivaut à dire que sa médiane AI est hauteur, ça équivaut à dire qu'elle est médiatrice, etc. Eh bien, ABC est isocèle en A si et seulement si CBA, alors CBA c'est cet angle-là, est égal à ACB, c'est celui-là. Démonstration, je prends I le milieu de BC, delta est la droite à I, je sais que si ABC est isocèle en A, delta est médiatrice de BC, ce qui me permet d'avoir des symétriques par rapport à delta, et d'en déduire que le vecteur BC, par exemple, il a pour image CB, que le vecteur BA, il a pour image CA, d'où je déduis qu'il y a des angles de vecteurs qui vont être opposés. Hein. L'angle CBCA va être égal à moins l'angle BCBA. Voilà. Mais des angles de vecteurs opposés, ça me donne les mêmes angles géométriques. Donc ils sont égaux, ces angles géométriques. Réciproquement, supposons qu'ils soient égaux, ces angles-là, ben, leurs cosinus sont les mêmes. Et donc, j'ai cette formule-là qui me donne le cosinus de ABC, et cette formule-là qui me donne le cosinus de ACB. Je simplifie par BC, et je développe en utilisant Chasles, BA plus AC ici, et CA plus AB ici. Donc ça fait ça. Ensuite, quand je développe BA carré sur BA, ça fait BA, plus le produit scalaire, et puis pareil de l'autre côté. Alors, j'envoie tout le monde du même côté, puis je factorise. Alors, en vérification, BA fois 1, moins BA fois ce truc-là, ça fait moins BA scalaire AC sur CA, que j'envoie de l'autre côté, plus BA scalaire AC sur CA, d'accord? Moins CA que j'envoie de l'autre côté, et puis plus CA fois ça, et ça fait plus BAAC sur BA. Donc ça marche bien. Alors ça doit être égal à 0. Bon. Mais ça ne peut pas être égal à 0. Pourquoi? Parce que si c'était égal à 0, on aurait BA scalaire AC qui serait égal à BA fois AC. Et donc ça voudrait dire que les vecteurs BA et AC seraient collinéaires. Or, ils ne le sont pas parce que j'ai un vrai triangle. Donc BA, C ne sont pas alignés. Donc ça veut dire que BA moins CA est égal à 0, et donc BA égale CA. Et donc ABC est isocèle en A, et on voit que finalement, ce n'était pas si évident que ça à démontrer.
Alors, quelques propriétés rapides, tellement elles sont connues. Triangle équilatéral, ABC équilatéral équivaut aux trois angles, à dire que les trois angles géométriques sont égaux, ils sont à l'heure égaux. A pi sur 3, démonstration, ABC équilatéral équivaut à ces trois côtés ont la même longueur, ce qui équivaut à dire que ABC est isocèle en A et en B. Isocèle en A, ça équivaut à dire ça. Isocèle en B, ça équivaut à dire ça. Donc, dire les deux, ça équivaut à dire que les trois angles sont égaux. Comme la somme des trois angles est égale à pi, chacun des trois vaut pi sur 3. Angle complémentaire, angle supplémentaire. Eh bien, deux angles sont complémentaires si leur somme est égale à pi sur 2. Supplémentaires si leur somme est égale à pi. Un exemple, si ABC est rectangle A, c'est le dessin ici, alors ACB et ABC sont complémentaires, donc aigus. Bon, c'est-à-dire leur somme est égale à pi sur 2, donc forcément, comme c'est des angles qui sont strictement entre 0 et pi, eh bien pour que leur somme fasse pi sur 2, ça veut dire qu'ils sont entre 0 et pi sur 2. Donc aigus. Alors démonstration, il suffit de dire que la somme des trois angles d'un triangle est égale à pi, et puis qu'il y en a un, l'angle droit, qui est égal à pi sur 2. Donc la somme des deux autres est égale à pi. Si ABC est rectangle en A, alors le sinus de l'angle géométrique ACB est égal à AB sur BC, c'est-à-dire côté opposé divisé par... Non, côté... On est le sinus, côté opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus est égal à AC, côté adjacent, divisé par l'hypoténuse BC. La tangente ACB est égale au côté opposé AB divisé par le côté adjacent AC. Démonstration, ACB est un angle géométrique aigu est égal à θ appartenant à 0 pi sur 2. On oriente le plan pour que CACB soit égal à cette valeur θ. Et on sait que le cosinus de CACB est égal à AC sur BC, on l'a déjà démontré. D'où on déduit que le cosinus de ACB, qui est égal au cosinus de θ, mais ça c'est le cosinus de θ, ça fait AC sur BC aussi. Le sinus, on avait démontré qu'en valeur absolue, il était égal à AB sur BC, et que la tangente en valeur absolue était égale à AB sur AC. Comme θ appartient à 0 pi sur 2, et bien son sinus est positif, sa tangente est positive. Donc ici, on peut enlever les valeurs absolues. Et donc, ça nous fera que sinus de CACB est égal à ça. Et donc, sinus θ est égal à AB sur BC. Et donc, le sinus de l'angle géométrique ACB va être égal aussi à AB sur BC, puisque c'est sinus θ. Tangente θ ici est égale à AB sur AC. Donc, la tangente de l'angle géométrique est aussi égale à AB sur AC. Et la démonstration est terminée. Soit DD', deux droites du plan affine euclidien, données dans un repère orthonormé direct par leurs équations cartésiennes. Alors l'angle DD' est égal à θ, où θ vérifie cette égalité. Égalité qui ne donne pas complètement l'angle θ, puisque ça pourrait être l'opposé. Modulo pi. Démonstration. On prend un vecteur directeur de D, un vecteur directeur de D', et on applique cette formule et on a directement le résultat. Bisectrice de deux droites du plan, alors toujours plan affine euclidien, deux droites des D' qui passent par le point O, donc elle peut être confondue ou séquente en O. Alors il existe deux droites delta passant par O, alors ça c'est important, passant par O, vérifiant ça. Angle D delta égale delta D'. Soit D1, D2 c'est deux droites, elles sont perpendiculaires en haut et on les appelle les bisectrices de DD'. Ce qu'il faut bien voir, bien retenir, je ne l'ai pas écrit, c'est que leurs directions sont elles-mêmes les bisectrices. Leurs directions sont les bisectrices de direction de D, direction de D'. Démonstration. Justement, l'angle D delta est égal à l'angle delta D', ça implique la même chose au niveau des directions, puisque ça, c'est ça, et ça, c'est ça. Et on sait qu'il y a deux droites vectorielles, D1, D2, qui sont bisectrices de DD'. Donc ça veut dire qu'on est bisectrice de DD'. Donc delta, la direction de delta, ça va être soit D1, soit D2. Mais delta, il passe par O, donc ça va être OD1
ou OD2. Voilà. Donc ça, c'est la droite D1, ça, c'est la droite D2. Elles sont perpendiculaires parce que les directions des deux bisectrices sont orthogonales. Donc, on a la même chose au niveau des deux droites, elles sont orthogonales, et comme elles passent par où, elles sont perpendiculaires. Réciproquement, considérons ces deux droites, D1, D2, et prenons une des deux. Donc, par exemple, delta est égal à D1. On a bien D1 égale l'angle de leur direction, et comme D1, direction D1 est une bisectrice des angles vectoriels, enfin des droites vectorielles, on a ça. Idem pour les deux. Et donc, ça convient, c'est bon. Et on a bien trouvé les deux droites qui conviennent. Propriété suivante, DD' séquent en O. Il existe exactement deux droites delta vérifiant symétrique de D par rapport à delta égale D'. Ce sont les bisectrices de DD'. Démonstration. Je considère à nouveau les deux bisectrices que j'ai trouvées tout à l'heure. Et je prends une delta, une des deux. Alors, je sais que direction de delta est bisectrice de direction de D1, direction de D2. Et par une propriété d'algèbre, je sais que symétrique de direction de D par rapport à direction de delta est égal à direction de D'. De plus, O appartient à delta, donc symétrique de O par rapport à delta est égal à O. La droite D est égale à O est définie par le point O, la direction D. C'est là. Donc, sont symétriques par rapport à delta, c'est la droite qui passe par le symétrique de O, c'est-à-dire O, et dont la direction est S, le symétrique de la direction de D par rapport à la direction de delta, c'est-à-dire direction de D'. Donc, c'est la droite qui passe par O et qui a cette direction-là, donc c'est la droite D'. Réciproquement, si S delta de D est égal à D', alors on a la même chose en vectoriel, et donc direction de delta est bisectrice de direction de D, direction de D', si bien que la direction, on sait, ces deux bisectrices là, ce sont deux droites vectorielles qui sont les directions des bisectrices qu'on a vues avant. Donc ça veut dire D1, direction de D1 ou direction de D2. S delta de D est égal à D', comme O appartient à D, S delta de O va appartenir à D'. Mais en même temps, si je rapplique S delta ici, ça fait que D est égal à S delta de D'. Donc, je vais aussi avoir que S delta de O va appartenir à D. Donc, S delta de O appartient à D inter D', c'est-à-dire il est égal à O, donc O appartient à delta. Donc, la droite delta est définie par O et par sa direction, mais sa direction c'est celle de D1 ou celle de D2. Donc c'est O direction de D1, ben, ça fait D1, ou O direction de D2, ça fait D2. Et la propriété est terminée. On considère deux droites D delta du plan euclidien et D', la symétrique de la droite D par rapport à delta. Alors l'angle D delta est égal à l'angle delta D' est égal à 1/2 de l'angle DD', le tout modulo pi. Donc delta est une bisectrice de DD', puisqu'on a ces deux angles. Démonstration, soit delta égale l'angle D delta, S delta rond SD est donc égal à R, la rotation d'angle de delta, mais D est transformé en D par SD et en D' par S delta, donc j'en déduis que l'angle DD' est égal à 2 delta. J'applique la relation de Schall. Et donc j'ai d delta plus delta d' est égal à dd', donc θ plus delta d' est égal à 2 delta, d'où je déduis delta d' est égal à θ, ce qui me donne le résultat. Finalement ici c'est θ, ici c'est θ, là c'est 1/2 de θ, donc c'est bon, et j'ai bien la bisectrice à cause de ça. Réciproque, si d, delta, d' sont trois droites du plan et que delta est la bisectrice de dd', alors la symétrique de D par rapport à delta, c'est D'. Démonstration, soit D secondes. Le symétrique de D par rapport à delta, je me ramène à ici. D delta est égal à delta D secondes, d'après ce que j'ai vu avant. Mais D delta est égal à delta D'. Donc j'en déduis que delta D' est égal à delta D secondes. Alors maintenant je prends D' secondes. Il est égal à D' delta plus delta D secondes. Et je remplace delta D secondes par delta D'.
Donc ça me fait D' delta plus delta D', donc D', D'. Tout ça, c'est chal. Donc ça fait 0 modulo pi. D' des secondes est égal à 0 modulo pi. Ça me dit que D' est égal à D secondes. Or, comme D secondes, c'était S, le symétrique de D par rapport à delta, j'obtiens que D' est égal au symétrique de D par rapport à delta. Conclusion. Si on prend deux droites DD' du plan, il existe exactement deux droites delta vérifiant S delta de D est égal à D'. Et ces deux droites, ce sont les bisectrices de DD'. Soit D et D', deux droites du plan affine euclidien séquent en haut. L'ensemble des points M équidistants de DD', donc ça veut dire distance entre M et D égale distance entre M et D', et la réunion des deux bisectrices D1 et D2 du couple DD'. Démonstration, si M est sur la bisectrice D1, H sont projetés orthogonales sur D, et distance de M à D va être égale à la longueur MH. D'accord? Alors ça c'est D1. H', le symétrique de H par rapport à D1, va appartenir à D', puisque H appartient à D, et que D' est le symétrique de D par rapport à D1. Pourquoi est-ce que D' est le symétrique de D par rapport à D1? Tout simplement parce que D1 est une bisectrice de DD'. De plus, le vecteur HM est orthogonal à la direction de D. HM est orthogonal à la direction de D. Et comme on a affaire à une symétrie orthogonale, on va en déduire que l'image du vecteur HM, donc le vecteur H'M, puisque M a pour image M, va être orthogonale à la direction de l'image de D, c'est-à-dire D'. Et donc H'M est orthogonal à D'. Et H' appartient à D', donc H' est le projeté de M sur D'. Donc, la distance entre M et D', du coup, va être égale à MH'. Mais MH' va être égal à MH. Pourquoi? Parce que MH, par symétrie, donne MH'. Et la symétrie conserve la distance. Donc, on a cette égalité. Et donc, ça veut dire que M, si M appartient à une bisectrice, il est équidistant. On a MH' égale MH. Donc, on a distance entre M et D qui est égale à distance entre M et D'. Maintenant, la réciproque. Si M est équidistant de D et de D', alors si M est égal à O, c'est terminé, il appartient à D1 union D2. Si M est différent de O, il se projette en H sur D, et puis en H' sur D'. Et là, je vais considérer la droite delta, ça va être la droite OM, puisque M est différent de O. Elle transforme H, alors je projette, hein, j'ai donc dit que M se projette en H, et puis en H'. Ben, par le même raisonnement que j'ai fait ici, mais cette fois-ci avec S delta, j'obtiens que H' est l'image de H par S delta. D'autre part, OH est différent de OH. Enfin, OH est égal à OH', puisqu'on a supposé que M était équidistant de H et de H', et cette longueur ne fait pas 0. Parce que sinon, OH égale 0, distance entre M et D égale 0, ça voudrait dire que M appartient à D. Les distances... et si on avait aussi OH' égale à 0, donc ça voudrait dire aussi que M appartiendrait à D'. D' sont séquents en haut, ça ferait M égale O, ce qui est faux. Donc, ça veut dire que H n'est pas égal à O, et donc la droite D, bah, c'est la droite OH, la droite D' de même, c'est la droite OH'. Par ailleurs, O appartient à delta, donc son image par S delta, c'est lui-même. L'image de H, c'est H', et bien l'image donc de D, c'est l'image de la droite OH, ben c'est la droite OH', c'est-à-dire D', et donc ça veut dire que delta est la bisectrice de DD', et donc delta égale D1 ou D2, et donc M qui appartient à delta, puisque delta c'était la droite OM, et bien va appartenir à D1 union D2. Voilà, alors je vois d'abord cette propriété qui va me servir ici. Si j'ai une droite, si j'ai deux droites séquentes en A, de vecteurs directeurs unitaires U et U', attention unitaire, très important. Alors les bisectrices de DD' sont les droites
A porté par vecteur U moins vecteur U', donc vecteur U n'est pas égal à vecteur U', évidemment, puisqu'elles sont séquentes, et vecteur U plus vecteur U', qui lui non plus ne fait pas 0, puisqu'elles sont séquentes, hein, d'accord. Et ça, c'est en fait un résultat du cours d'algèbre, hein, du chapitre sur les espaces vectoriels euclidiens. En effet, les directions de D et D', alors, c'est pas D', c'est les directions des bisectrices, de D', eh bien, sont portées par vecteur U moins vecteur U', vecteur U plus vecteur U'. D'accord? Donc là, ça signifie bien que les bisectrices vont être portées aussi par vecteur U moins U' et vecteur U plus U'. Et puis elles passent par le point A, donc c'est bien ces deux droites-là. Dans un repère orthonormé direct du plan, si j'ai deux droites avec leur équation cartésienne, mais attention, A2 plus B2 égale 1, A'2 plus B'2 égale 1, donc séquente, ce qui équivaut à dire que les déterminants en x, y est non nul, donc AB' moins BA' différents de 0, mais ça ne va pas servir. Alors les bisectrices de D' sont les deux droites qu'il y a ici. En effet, j'ai ce vecteur-là qui dirige ces droites-là, ce vecteur-là qui dirige celle-là, et ils sont unitaires grâce à ça. D'accord? Donc je sais que vecteur U moins U' et U plus U' vont être les vecteurs directeurs des bisectrices. Du coup, les équations de ces bisectrices vont être de cette forme-là. D'accord? Et maintenant, je vais utiliser le fait que D' passe par le point M0. Donc j'ai ça. D'accord? Bon, mais les bisectrices aussi vont passer par M0. Donc en fait, je vais avoir ça et ça. Et par soustraction entre ça et ça, pas du tout. Là, oui, quand je remplace, puisque M0 doit appartenir aux bisectrices, je vais avoir aussi A moins A' x0, plus B moins B' y0, plus K qui doit être égal à 0. Et je dois avoir A plus A' x0, plus B B' y0, plus K' qui doit être égal à 0. D'accord? Ça, je l'ai obtenu en faisant la soustraction de ça et ça. Ça, je l'ai obtenu en faisant l'addition de ça et ça. Et maintenant, je vais faire la soustraction de ces deux-là, et ça va me donner K égale C moins C', et la soustraction de ces deux-là qui va me donner K' égale C plus C'. Et donc, j'obtiens bien comme équation, bah là je remplace C moins C', là je remplace C plus C', et j'obtiens le résultat que je souhaitais.